Carlos Moore, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va analyser votre livre Pichón, Racisme et révolution dans le Cuba de Castro. C'est un livre assez volumineux de 480 pages qui a été publié aux éditions Mémoires d'Encrier et traduit et préfacé par Leonora Miano. On ne va pas commencer cette interview de façon très originale puisque je vais vous questionner sur le titre même du livre et plutôt le mot pichón. Qu'est-ce qu'un pichón? Cuba, il y a un racisme profond contre les Noirs. Et donc, si on est noir avec parents antillais, alors le racisme est encore plus virulent. Parce que les Antillais sont considérés par les Blancs à Cuba comme être des charognards. Et donc, un enfant des charognards, on l'appelle pichón. Et comme mes parents sont antillais, de la Jamaïque, et de Trinidad, Tobago et de la Barbade, donc j'ai grandi à Cuba comme cubain, mais comme un cubain pichón, c'est-à-dire dont les parents sont antillais. Et vous expliquez dans ce livre, donc vous donnez la notion de charognard, de vautour, que les Antillais qui n'ont pas forcément les moyens allaient trouver donc à manger, allaient trouver de la viande, c'est ça, auprès des bouchers, là où les gens jetaient en fait. Oui, parce qu'il faut savoir que les Antillais sont arrivés à Cuba dans un contexte bien spécifique. C'était une période où les Antillais étaient en train d'aller partout, cherchant du travail. Et les centres qui absorbaient le plus de migrants, c'était Panama et Cuba. Panama, parce qu'il y avait le canal. Ensuite, l'Amérique centrale, Costa Rica et tout ça, il y avait le United Fruit Company qui avait commencé des grandes plantations à l'époque de bananes et de toutes les choses qui concernaient des fruits. Alors, ils migraient là. Et ensuite, Cuba, qui était la grande puissance de sucre de la Caraïbe, après la révolution haïtienne, quand Haïti a pris le pouvoir et a coupé la France, Cuba a récupéré tous les Blancs qui ont quitté, qui avaient une expérience de l'industrie des sucrières. Et donc Cuba est devenu la grande machine de production de sucre. Alors là, Cuba a commencé à absorber beaucoup d'Antillais pour couper la canne. Dont vos parents? Oui. Donc vous êtes un pichón parce que vous êtes donc fils d'Antillais. De quelle origine sont vos parents? Ma mère est jamaïcaine. D'accord. Mon père est de Trinidad Tobago, mon père biologique. Mais le père qui m'a élevé, que j'ai toujours connu, était aussi de la Jamaïque. Alors, vous parlez beaucoup dans votre livre de la fracture raciale. Il y a un chapitre d'ailleurs qui porte ce nom. Et donc, avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, les discriminations étaient encore plus fortes. Vous parlez de pratiques ségrégationnistes à Cuba sur une question raciale qui en plus est de plus en plus brûlante dans le pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se manifeste le racisme à Cuba avant Castro? Quand j'étais enfant, il y avait deux écoles. Des écoles privées qui étaient pour des Blancs. Oui. Des écoles publiques qui étaient pour des Noirs et des Blancs pauvres. Mais même si tu étais un Noir qui avait de l'argent, et ça, bon, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup. Même si tu avais de l'argent, tu ne pouvais pas envoyer tes enfants à l'école blanche. Ça, ce n'était pas possible. Ensuite, les clubs. Il y avait trois types de clubs. Le club des personnes dans la toffe très foncée, comme toi et moi. Et ensuite, le club des gens, les Noirs qui avaient la peau claire, qui ne voulaient pas se mélanger aux gens qui avaient la peau comme toi et moi. Et ensuite, il y avait le club des Blancs. Il y avait donc trois clubs pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que les clubs de soi-disant mulâtres et les clubs des Noirs s'unissent. Mais il y avait ces clubs-là qui étaient séparés. Et le club des Blancs, alors là, c'était inviolable. Le cinéma, il y avait le bas, c'était pour les Blancs. Le haut, qu'on appelait le gallinero, l'endroit des poules. Le poulailler. Le poulailler, parce qu'il y avait un grillage qui était fait de trucs de poulailler. C'est à travers ces grillages-là que nous, on voyait les films. Il y avait, lorsque je sortais de l'école, on avait un petit parc, le seul petit parc. Et je voulais aller au parc parce qu'il y avait des petits Blancs qui étaient dans l'école. Eux, ils allaient avec leurs parents se balader dans le parc. Moi, j'allais avec mes parents aussi au parc. Mais eux, ils avaient le droit de marcher dans le centre de parc qui était
bordé par des plantes. Mais moi, je ne pouvais pas être dans le milieu, il fallait que je marche à l'extérieur. Donc, je marchais à l'extérieur en parlant avec mes collègues qui étaient dans l'école, que je voyais dans l'école le lendemain. Mais moi, je ne pouvais pas aller de ces écoles-là, et ni mes parents ne pouvaient pas encore. L'Église catholique, on ne pouvait pas s'asseoir. Il fallait qu'on soit derrière. Et seulement les Blancs s'asseyaient et ils occupaient toute l'église. Mais nous, il fallait qu'on soit derrière et qu'on ne pouvait pas être assis. Il y a une anecdote qui m'a particulièrement marquée. Vous avez parlé de votre ami d'enfance, Tchekelo, oui. Qui dira de Fulgencio Batista, la différence est que les singes mangent des bananes et jettent la peau, tandis que Batista jette la banane et mange la peau. Quand vous lui demanderez de se calmer en rétorquant que vous êtes aussi un nègre, il répondra « Depuis que ce nègre est arrivé au pouvoir, les Noirs se sentent pousser des ailes, mais les Noirs chient toujours sur le tapis, en entrant ou en sortant. » C'est ce qu'on disait à Cuba. On disait les Noirs, on ne peut pas leur faire des confiances. Tu vois, Cuba est un endroit où existe le racisme latin. Il faut comprendre ça. Le racisme latin est un racisme paternaliste. C'est un racisme qui devient violent seulement si tu le confrontes. Mais si tu ne le confrontes pas, c'est un racisme de dérision. D'accord. Où on passe le temps à Cuba à rire, et à se taper sur les épaules, etc. comme ça. Et donc, celui qui vient de l'extérieur dit « Mais ce peuple, vraiment, c'est un peuple qui se donne bien, etc. » Non, 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 non. Les gens sont en train de raconter toujours ce qu'on appelle des chistes, c'est des blagues. Ça fait partie de la culture de l'Amérique dite latine, parce que Cuba se considère pas un pays caribéen. Les Blancs ne considèrent pas ça. Ils n'admettent pas que tu les appelles caribéens. Ils se disent latino-américains. Oui. Cuba, République dominicaine et Porto Rico. Tu ne peux pas dire un Blanc de ces îles qui sont des Caribéens, parce qu'ils ne s'identifient pas avec la Caraïbe. Donc, tout le monde dit des blagues. Mais les blagues qui sont les plus populaires, ce sont les blagues où tu dis, par exemple, si tu invites un Noir à une fête, ce n'est pas la peine de le fouiller à l'entrée, mais à la sortie. C'est là qu'il faut le fouiller parce qu'il va voler quelque chose. Alors tout le monde rit, tout le monde rit, tout le monde... Donc Cuba, la culture populaire est remplie, infestée de ces genres de dictons qu'on appelle chistes. Alors justement, Fulgencio Batista et Eddie Chibas sont deux hommes politiques que vous semblez beaucoup admirer. J'ai admiré Chibas. Je n'admirais pas tant Batista. Batista, les Noirs étaient reconnaissants à Batista parce qu'il les avait sauvés. Oui. Au moment où on déportait, on expulsait en masse les Haïtiens et les Antillais, Batista a donné un coup d'État. Il a dit non, on ne peut pas faire ça. On va pas le faire. Vous êtes enfant quand vous entendez à la radio Eddie Chibas qui dit « Peuple de Cuba, je t'appelle à éradiquer la corruption et à accomplir le destin de cette nation en instaurant la justice. Oui. » Quel sentiment ça vous procure? Ah oui, ça m'avait touché beaucoup, beaucoup. Lorsque Eddie était politicien, c'était un politicien blanc, mais qui était réputé d'être un homme honnête, qui voulait une nouvelle Cuba, changer tout à Cuba. Donc, mes parents s'identifiaient à lui. Et je l'écoutais tous les dimanches. C'est comme ça que j'ai commencé à me politiser, mais j'avais 9 ans. Vous partirez plus tard aux États-Unis. Et là-bas, le racisme, c'est encore une autre envergure. Comment se matérialise la ségrégation là-bas? Comment vous la vivez? C'est-à-dire que contrairement à Cuba, où tout est hypocrite, aux États-Unis, c'est clair. Aux États-Unis, tu peux avoir un Obama. À Cuba, tu ne peux pas l'avoir. À Cuba, la majorité de la population est noire. Aux États-Unis, elle est 15%. Mais tu peux avoir un Obama président. Mais à Cuba, avec 68% de la population, 70% noire comme elle est, tu ne peux pas avoir. La République dominicaine est pareil. Les Noirs sont 85 à 88%. Jamais un Noir à la présidence. Et le seul qui a tenté, c'était Peña Gómez. Il a gagné les élections 4 fois. Et 4 fois, on lui a dit, vous ne serez pas président d'ici parce que vous êtes noir. Alors, il y a 2 chapitres aussi qui ont attiré mon attention. Qu'est-ce qu'une femme et rencontre avec moi-même. Alors, vous rencontrez Maya Angelou à la Librairie nationale africaine, que vous fréquentez beaucoup, encouragée par son fondateur, Lewis Michaud. Et vous expliquez que sur la biographie de son album, Maya Angelou disait qu'elle était cubaine, alors que c'était faux.
Oui. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça et pourquoi est-ce que c'était si commun aux États-Unis? Parce qu'elle était chanteuse à l'époque, Maya. Elle m'a invité chez elle pour discuter. Et là, elle me donne le disque. Et quand je lis qu'elle est cubaine, je dis, mais tu es cubaine, tu es d'origine cubaine. Elle me dit, mais non, Carlos. Nous, ici, les Noirs américains, on doit faire ça pour être exotique. Parce que si tu es exotique ici, le blanc américain will give you a break. Effectivement, chaque fois que j'avais des difficultés aux États-Unis, soit avec la police ou quelque chose, je comprenais. Non, yo soy cubano, yo no comprendo nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no comprendo nada. Et il disait, bon, vas-y. En fréquentant cette librairie, votre conscience politique va accroître de jour en jour, vous l'expliquez dans le livre, mais il vous faudra plus de temps pour prendre conscience de l'impact de la question raciale sur vous-même et sur votre rapport aux autres. Donc vous ne fréquentiez pas de femmes noires. Non. Que des femmes blanches. Non, que des blanches. Vous défrisiez les cheveux. Oui. La peau. La peau aussi. Donc pour vous, parler de l'esclavage, vous le dites, c'était s'attarder sur le passé. Ce n'était pas utile. Absolument. Et plusieurs personnes vont vous mener à faire une introspection. Maya Angelou, mais aussi Laura, cette femme que vous rencontrez, oui. Les discours de Malcolm X, jusqu'à vous pousser sur une réflexion de qu'est-ce qu'une femme et qu'est-ce qu'un homme. Ces réflexions, elles vont vous changer? Oui, parce que, tu sais, je viens de Cuba, je suis un petit nègre cubain qui a vécu toujours sous le racisme à Cuba. Je viens maintenant dans un pays qui est énorme, où il y a des figures énormes, où tu mets la télévision, il y a des Noirs qui chantent, qui ont leur programme. Par exemple, j'ai vécu en France. J'ai vécu longtemps en France, parce que lorsque j'ai quitté Cuba et que j'ai dû fuir, j'ai vécu en France. Mais en France, les Noirs ne peuvent rien faire. Rien faire. Il y a un plafond tellement en bas en France que... Mais c'est extraordinaire. Aux États-Unis, non. Il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est en rencontrant toutes ces personnes noires que vous rencontrez aussi l'Afrique, aux États-Unis, ouais. Et particulièrement le Congo. Vous en parlez beaucoup dans le chapitre Étoiles jumelles. Et vous dites, la révolution devient un mot magique pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qui vous passionne tant dans la C'est révolution? Lumumba a tout cassé dans ma tête. Ouais. J'aimais beaucoup cet homme-là. Deux personnes que j'ai beaucoup aimées et que j'aurais donné ma vie pour eux. Et lorsqu'on les a assassinés, j'ai vraiment été détruit. C'était Lumumba et Malcolm X. À New York, j'allais écouter Malcolm X et c'était vraiment... L'écouter, c'était vraiment comme une douche de fraîcheur, parce que tout ce qu'il disait avait un sens. Et Lumumba, c'était pareil. Et donc, tout cela était en train de se passer au même moment, et c'est le moment où, finalement, tout a convergé, et qu'il y a une explosion dans ma tête, et que j'ai compris que j'étais un noir, que je n'avais pas à me blanchir la peau, ni à défriser les cheveux. Alors, je vous propose d'évoquer 5 chapitres qui parlent un petit peu de votre retour à Cuba. Danse avec la Révolution, Appel à Fidèle, Miroir brisé, Cauchemar et Réclusion. Alors, vous retournez à Cuba avec un objectif, servir la Révolution. Mais c'est la désillusion. Vous ne trouvez pas de travail à cause de votre couleur de peau. Vous remarquez que la majeure partie des hommes politiques et hauts fonctionnaires sont blancs à Cuba. La population est muselée. Vous dites que les gens se cachaient presque pour discuter, ils chuchotaient. Les associations de Noirs sont interdites. À quoi bon, puisque la Révolution a déjà, n'est-ce pas, aboli le racisme. Le jazz et le R&B, ça m'a particulièrement choqué, sont des musiques impérialistes à éviter. Le carnaval est banni. Le carnaval est banni. Le port du jean, le port de chemise à motifs pour les hommes, le port de bracelet. Banni. Le port des cheveux courts pour les femmes, l'homosexualité, les danses, tout est banni. Et vous décidez de dénoncer cette situation que vous dites dictatoriale. Vous êtes très jeune. À quel âge retournez-vous à Cuba? J'avais 19 ans, 18 et demi, allant vers 19 ans. Donc, à peine 19 ans, et vous décidez de dénoncer cette situation. Alors, de différentes manières, si vous pouviez succinctement nous parler de 3 événements. Votre emprisonnement à la Villa Marista, votre rencontre
avec Fidel Castro dans la rue et votre détention dans un camp de réhabilitation. Pourquoi je me suis dressé rapidement contre le régime de cette manière? Il ne faut pas oublier que je suis devenu communiste aux États-Unis. Et pour moi, la révolution, quand Fidel dit qu'elle est communiste, pour moi, je dis, c'est ça la révolution. Donc, je suis rentré à ces moments. Et voir tout ça qui s'est passé, Fidel qui infantilise les Noirs. Son cabinet était de 38 ministres. Pas un seul était noir. Or, Cuba, la majorité de la population est noire. Alors, j'ai commencé à me réunir avec d'autres Noirs qui avaient dit non eux aussi. Et c'est là où, effectivement, on va nous arrêter. Et là, on va nous accuser de subversion raciale. Et là, on allait nous fusiller. Effectivement, j'allais mourir, j'allais être fusillé. Vous étiez dans un peloton d'exécution même le savoir. Oui, on nous a dit qu'on va nous fusiller, après c'est tout. Donc quand vous êtes emprisonné à la Villa Marista, après qu'un haut fonctionnaire de l'ICAP ait décidé de vous envoyer là-bas? J'étais dans son bureau et j'ai discuté avec lui. Et parce que je disais non, je n'accepte pas ce que vous me dites et vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, il a pris son téléphone, il a appelé la sécurité, l'intelligence est venue, il a dit amenez-le. Il m'a amené, j'étais en prison avec tous les autres qui allaient être fusillés et là j'ai attendu 28 jours. Ensuite, donc vous parvenez à regagner votre liberté et vous décidez encore de continuer dans votre démarche de dénonciation du racisme dans le régime de Fidel Castro. Et là, vous rencontrez d'autres personnes avec qui vous avez ce projet de faire part à Fidel Castro de la situation. Donc, vous le croisez un jour dans la rue et vous décidez d'aller l'accoster et de lui expliquer. Oui. Comment vous vous y prenez? À l'époque, les Américains cherchaient à tuer Fidel. Et ces jours-là, j'étais avec des amis, en train de marcher, et je vois que de l'autre côté, les 3 limousines blanches s'arrêtent brutalement, et les portes s'ouvrent, et que les soldats sortent. Et je dis, c'est le moment. Puisqu'on avait eu des réunions, on s'est dit, il faut qu'on proteste directement devant Fidel. Sinon, rien ne va changer. Mais lui, il peut changer parce que Fidel avait tous les pouvoirs à Cuba. Et donc, j'ai couru et effectivement, ils auraient pu me tuer. Croyant que peut-être je portais une bombe. Et c'est Fidel qui leur a dit de stopper, de ne pas tirer sur moi. Et là, j'arrive de l'autre côté. Et il m'a dit, toi, viens ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Alors, je lui ai dit, écoute, ça fait des mois qu'on essaye d'avoir une réunion avec vous. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux une réunion avec moi? Alors là, je lui ai dit, à cause du racisme. Il m'a dit, quoi? À cause de quoi? Je lui ai dit, oui, il y a du racisme. Vous dites qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Bon. Désolée, mais... Non, mais j'admire votre... Non, j'étais fou. Je n'étais pas... C'était pas du courage. Non. C'est de la folie. C'était de la folie. Mais là, il m'a donné un rendez-vous pour venir dans son bureau. Il m'a dit, et amenez les preuves. Alors, je me suis réuni avec des gens avec qui je me réunissais, des gens subversifs. À Cuba, c'était subversif. C'est la subversion raciale. Des Noirs réunis en secret pour essayer de voir comment ils allaient faire. Et là, vous préparez un plan. Oui. Avant d'être reçu, puisque vous serez reçu au bureau de Fidel. Je prépare, puisque je savais que... D'ailleurs, Walterio Carbonell, le grand penseur noir de Cuba, nous a dit « Attention, parce que là, il ne faut pas aller un groupe de Noirs devant Fidel, tout noir, il ne va pas accepter ça, parce que pour lui, ça veut dire une insurrection noire que vous projetez. » Il a dit « Amenez une blanche, amenez des blancs là-dedans, il faut... » Et il avait raison. Il m'a dit « Je connais Fidel Castro. Pour moins que ça, vous êtes déjà mort. » C'est Celia Cruz qui est le bras droit de Fidel Castro. Celia Cruz qui sort et qui vient et nous dit « Vous aviez rendez-vous avec Fidel, mais il ne peut pas vous recevoir. Il paraît que vous avez une lettre ou une pétition. » J'ai dit « Oui. » Et elle m'a dit « Donnez-le moi. » Je le lui ai donné, qui était pour Fidel. C'était marqué le chef de l'État, Fidel Castro. Alors elle l'a ouvert. Oui, elle l'a lu. Elle m'a regardé, elle m'a dit « J'espère que vous savez ce que vous faites. » Et là, elle nous a
de partir, elle a dit fidèle, je lui donnerai. Je lui donnerai, mais j'espère que vous savez ce que vous... Évidemment, le lendemain, j'étais arrêté. Donc le lendemain, vous êtes arrêté et vous êtes envoyé en camp de réhabilitation. Bon, d'abord, j'ai été interrogé pendant 6 heures par le ministre de l'Intérieur. Je demande pardon aux autorités cubaines et je leur demande la vie sauve et de me donner une possibilité de me racheter. Alors là, je signe. Alors ils décident là de m'envoyer dans nos camps de travail. Parce que sinon, ils m'auraient envoyé à l'exécution. C'est comme ça que j'ai pu sauver ma vie. Donc un peu plus tard dans le livre, on parle de votre départ de Cuba dans le chapitre Adieu Cuba. Et c'est l'Afrique qui va vous impulser cette envie de rentrer chez vous. Et c'est aussi l'Afrique qui va vous aider à vous exfiltrer de Cuba grâce à l'ambassadeur de Guinée-Conakry, Seydou Diallo. Donc au final, vous ne parviendrez jamais en Guinée. Pourquoi ? Bon, parce que je travaillais au ministère des Affaires étrangères. Donc le ministère qui fait la politique extérieure de Cuba. Donc j'étais dans le département de l'Asie et de l'Océanie. Donc j'étais traducteur là. Et bon, la situation à Cuba est devenue de plus en plus lourde, de plus en plus... Les gens étaient arrêtés constamment. Et un jour, j'étais sûr que j'allais être arrêté de nouveau. C'était clair. Alors j'ai décidé de fuir. Et alors j'ai quitté le ministère. Lorsque tu entres dans ce ministère-là, tu ne peux pas ressortir. J'ai utilisé une stratagème pour sortir. Et là, je me suis jeté dans un taxi. Alors je suis entré et là, c'est là où j'ai demandé l'asile à l'ambassadeur. Et il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais je suis armé. J'ai un pistolet. Il m'a dit, quoi? Et je lui ai dit, oui, j'ai un pistolet. Si vous... Je lui ai dit, mais ce n'est pas pour tuer personne ici. Je lui ai dit, je ne veux pas, je ne retournerai pas dehors parce qu'ils vont me tuer. Ils vont m'exécuter. J'ai déjà été dans la prison 2 fois, au bord de l'exécution. Et cette fois-ci, pour rentrer dans une ambassade africaine, ils vont me tuer. Il me dit, déposez votre arme d'abord et ensuite on parle. Alors je lui dis, je n'ai pas d'arme. Et là, il a dit, non, mais vraiment, vous êtes un homme fou. Il a dit, ok, je vous garde. Il m'a gardé là 3 mois, il a négocié avec le régime cubain. Et là, je sors, il convainc le régime de Cuba qui demandait à ce que je leur sois donné. Et c'est comme ça qu'il convainc l'État cubain de me donner un sauf-conduit pour partir. 8 mois. De 8 mois. Ils ont dit, après 8 mois, il faut qu'il soit de retour ici. Ils ont dit, oui, il sera de retour, mais là, il se calmera et tout. Et c'est comme ça que j'ai été mis dans un bateau. Eux, les Guinéens m'ont accompagné dans la voiture diplomatique. Vous avez insisté d'ailleurs pour Oui, parce que je savais que le régime cubain, si je prenais un bus, il allait me prendre. Et la preuve, même sur le bateau, ils sont revenus vous chercher. Ils sont venus me chercher là-dedans. Bon, et c'est les diplomates qui ont dit... à partir. Et donc, vous arrivez en Égypte. Le plan était d'arriver au Caire et de partir du Caire. Et de continuer sur la Guinée. Mais là, l'ambassadeur me dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. L'ambassadeur à Cuba, c'est mon cousin. Lui, il a voulu vous sauver la vie. Donc, il a dit que l'État guinéen, que le chef de l'État demandait à ce que vous soyez envoyé en Guinée. Mais le chef de l'État, Sékou Touré, n'a jamais dit ça. Il a dit au contraire, si vous arrivez en Guinée, la première chose qu'il va faire, c'est de vous mettre dans un avion et vous donner. C'est comme ça que je suis resté 1 an en Égypte. Et là, je tombe en prison encore. Parce que j'essaye de sortir avec un passeport. C'était 8 mois de validité et le passeport n'était plus valide. Et en fait, vous tombez dans une errance où vous allez parcourir une bonne partie du globe, un peu en cherchant l'asile, que vous n'obtiendrez au final pas. Comment on se sent quand on est fait apatride, quand on n'a plus de pays? C'est tout un processus de... Bon, bien sûr, c'est douloureux, c'est de savoir que vous n'avez plus où aller, ou partout où vous voulez, où vous allez, on vous chasse, d'ici, d'un pays à l'autre, etc. Il y a eu des moments où j'étais tellement désespéré que je me suis dit, bon, la vie, ça n'a aucune
aucune raison de vivre. Ça a été très difficile. Et lorsque vous passez une décennie comme ça, vous passez 2 décennies, ensuite 30 ans, 34 ans se sont passés dans ces conditions-là. Vous êtes trimballé d'un pays à l'autre, on ne vous donne pas de travail, parce que dès que j'avais un travail quelque part, le régime cubain disait « foutez-le dehors ». Ils ont dit à la France la même chose. Mais la France n'a pas pu me foutre dehors pour une seule raison, c'est que je n'avais pas un passeport. Donc on n'avait nulle part où vous. La France m'expulsait et après je venais, je dis je voulais partir, mais je n'ai pas ce passeport. Et malgré ça, malgré toutes ces atrocités que le régime va vous faire subir, votre ami Walterio Carbonell, que vous admirez beaucoup, vous dira, c'est à la page 361, « Quand tu t'en iras, il faudra faire des choix. Soit tout oublier, car tu seras heureux de t'en être tiré, ou assumer la responsabilité de faire savoir aux gens de l'extérieur ce qui se passe vraiment ici. » Il vous exhorte donc de ne pas trahir la révolution et de ne jamais vous ranger du côté des ennemis de Cuba. Donc continuez à aimer Cuba et à aimer la révolution malgré tout. Ce que vous ferez, vous dénoncerez tout en respectant cette notion de révolution et en disant votre fierté d'être cubain. Vous publierez dans Présence africaine un article qui s'appelle « Le peuple noir a-t-il sa place dans la révolution cubaine ?» Alors, il y a déjà osé écrire contre le régime, mais il y a surtout trouvé des personnes qui acceptent de faire paraître une telle publication. Comment vous avez été aidé? Walterio Carbonell m'a dit, dès que vous serez en France, il faut toucher Jean-Paul Sartre, Gisèle Halimi, l'avocate, qui était du côté des Algériens, et Aimé Césaire. Voilà les 3 personnes avec qui il faut parler de ma part. Ce sont mes amis, dites-leur ce qui se passe à Cuba. Dites-leur sur le racisme à Cuba. Et j'ai fait ça. Je suis allé voir Jean-Paul Sartre, il a refusé. Il a dit aux gens, non, je ne veux pas me réunir avec un agent de l'impérialisme, puisque j'étais à Cuba et j'ai vu que les Noirs étaient heureux sous la Révolution. Donc celui-là, il va être quelqu'un envoyé par les États-Unis. J'ai dit, OK. Alors là, Gisèle Halimi n'était pas en ce moment-là, elle était en Algérie. Et je suis allé voir Aimé Césaire. Et là, Aimé Césaire m'écoute pendant 2 heures. Je lui dis ce qui se passe à Cuba. Il me dit, vous savez, Moore, je ne veux pas vous croire. Vraiment, je ne veux pas vous croire. Il a dit, mais je vous crois. Mais c'est là où il y a eu le problème, parce que Damas, Léon Damas, qui était un des fondateurs de l'agriculture, qui était marxiste, il a dit non, ça ne peut pas être publié à Présence africaine. Ce type-là est un agent de l'impérialisme, c'est clair. Et M. Césaire a dit non. Non. Et donc il y a eu un problème antérieur là, assez sérieux, parce qu'il y a eu un différend très sérieux entre Césaire et Damas, mais Alioune Diop était pour, et Rabé Mananja était pour, Cheikh Anta Diop était pour, enfin tous ces gens-là qui étaient autour de la présence africaine, et même Léopold Senghor, qui était le chef de l'État du Sénégal à l'époque, a dit non, il faut publier ça. Et donc là, Che Guevara a appelé un grand intellectuel cubain qui était haïtien, qui était là à l'époque, René Despestre. Che Guevara l'a appelé. C'est lui-même René Despestre qui raconte ça. Je n'étais pas là, j'étais à Paris. Donc je ne pouvais pas savoir ça. C'est Despestre qui raconte ça maintenant par la suite, que c'est Che Guevara qui l'a demandé d'écrire quelque chose mais dénonçant. Fidel, à l'époque, avait déjà l'idée d'envoyer des forces en Afrique. Il avait déjà cette idée-là. Parce que le Che Guevara, l'année où est sortie ma dénonciation du racisme à Cuba, Che Guevara, l'année suivante, il s'en va discrètement au Congo avec 120, 140 noirs cubains pour essayer de faire tomber le régime au Congo. Donc, personne ne le savait. Donc, le fait que Cuba voulait déjà agir en Afrique, avoir une influence, après, elle va envoyer un demi-million de soldats, pratiquement tous noirs, pour faire les guerres en Afrique, en Éthiopie, en Angola, un petit peu partout. Mais moi, bien sûr, je ne pouvais pas savoir ça, que je représentais un danger
triplement en danger à ces moments-là, parce que Fidel Castro était en train de bâtir cette image de libérateur des Noirs. Et donc, dans les 2 chapitres, Retour au pays meurtri et Ombre du pouvoir, vous faites le bilan un peu d'une révolution imparfaite, mais qui a du mérite, vous le dites. Je le dis, et oui. Vous l'affirmez, Oui. l'école gratuite, la qualité de l'éducation, vous en parlez, l'accès aux soins pour tous, la réduction des inégalités, la diminution de la pauvreté, alors même si vous faites quand même état d'un Cuba très pauvre, mais vous dites « j'ai vu pire ailleurs ». L'arrêt de la ségrégation raciale pure, mais Cuba est toujours raciste. Prendre un billet de train, accéder à un hôtel, accéder à une fonction importante demeure très compliqué, voire impossible. Cuba dépend fortement des remises venant de l'étranger, ce que vous dénoncez aussi, et particulièrement des remises venant des États-Unis. On mesure votre déception au chapitre suivant. Vous en voulez à Fidel Castro car il aurait pu être, selon vous, il aurait pu faire de la question raciale une question centrale. C'est sûr. Et il a choisi de ne pas le faire. C'est sûr. Il était dictateur. Il avait tout le pouvoir dans ses mains. S'il aurait voulu vraiment changer le sort de Cuba, s'il voulait vraiment changer la société cubaine, comme il a dit qu'il voulait faire, et comme j'avais cru, comme tout le monde, qu'il allait le faire, il pouvait le faire. Mais il a choisi quoi? Il a choisi de rester avec son petit cercle de petits blancs espagnols. Parce qu'il faut savoir que Fidel Castro vient de la classe béquée cubaine. La classe béquée cubaine, ce sont des gens qui avaient des esclaves, qui avaient tout le pouvoir à Cuba, dans les campagnes. Les gens étaient comme des esclaves dans les campagnes. Son père était propriétaire de la moitié de la Guadeloupe. Sa propriété, c'était la moitié de la Guadeloupe. Il avait 2000 personnes qui coupaient la canne à sucre. Il vivait là, dans Manacas. Ça s'appelait Manacas. Donc Fidel a grandi dans cette opulence. Il est allé aux meilleures écoles jésuites, etc. Et c'était un avocat. Et c'était quelqu'un qui voulait être président de la République. Et c'est pour ça qu'il a été frustré, comme dans sa tentative de devenir président de la République par élection. Il a pris les armes. Il a dit « je deviendrai chef de Cuba par la voie des armes ». Et donc, moi, quand finalement le gouvernement me permet, après 34-35 ans, de revenir sous condition de rester 3 mois seulement. Et ce n'est pas comme ça par la volonté de Fidel Castro qu'il l'a fait, c'est parce que le premier ministre de la Jamaïque, Michael Mann, lui a demandé ça. À un moment où Cuba était sous pression. N'oubliez pas ça, que c'est un moment où l'Union soviétique s'est effondrée. Et là, Cuba s'effondre. L'économie cubaine touche par terre. Alors Cuba est affolé. Fidel Castro cherche des alliés. Et l'un de ses alliés, c'est Michael Mann. Racisme et révolution dans le Cuba de Castro est donc un livre que je recommande fortement et disponible à la librairie Point Lire au Moule.